Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Nous allons parler entre gens d'ouverture, puisque vous avez vos clés, tandis que nous avons les nôtres. Elles vont me permettre d'évoquer votre destin, celui d'une femme qui n'a pas eu besoin d'une boule de cristal pour que tout tourne rond. Bonjour Yael Didier. Bonjour. Alors c'est vrai que on connaît votre nom, on connaît votre parcours à travers vos prédictions, à travers la voyance. Et là, vous sortez un livre, Les clés de votre destin. C'est pas les clés d'une vie, mais presque, aux éditions Albin Michel. Et on va évoquer ce livre et votre parcours avec des dates justement clés, comme tous les jours, dans les clés d'une vie. Première date que j'ai trouvée, elle est dans votre livre, elle va vous rappeler quelque chose. Le 11 novembre 1963, vous débarquez sur un lieu, et là, ce qu'on appelle alors la plus belle avenue du monde. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que cette chanson, au départ, lorsqu'il l'a chantée pour la première fois à l'Olympia Jodassin, il l'a chantée en plusieurs langues, sans imaginer un seul instant qu'elle deviendrait un succès international. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Alors, c'est vrai que vous débarquez le 11 novembre à Paris, dans une ville que vous ne connaissez absolument pas. Pas du tout. J'étais juste venue avec une tante. À l'époque, vous savez, on prenait les enfants, parce que j'ai habité Toulon, et j'avais visité Versailles, j'avais visité la Tour Eiffel, mais je connaissais pas du tout. Et mon rêve absolu, c'était de revenir à Paris. Oui, avec pas beaucoup d'argent, je crois, 150 francs. À l'époque, vous imaginez, mes parents m'ont dit, tu veux partir, tu veux nous quitter, eh ben, tu te débrouilles, tu n'auras que 150 francs en poche. Je sais pas ce que ça fait comme euro aujourd'hui. Ça va faire 15 euros. Oui, c'était pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais votre père avait décidé ça parce qu'il vous a élevé dans une rigueur militaire. Tout à fait, absolument. D'une façon très... On était, comme je l'ai écrit, 10 enfants, et donc il y avait 5 garçons, 5 filles. Il fallait que... mes parents avaient beaucoup de rigueur, et j'ai été élevée aussi d'une façon très chrétienne, très organisée, très méthodique. Et j'avais un papa qui avait cette espèce de tenue. Il fallait se tenir droit à table, il fallait être... voilà, se tenir bien. Et puis il y avait le catéchisme, il y avait l'instruction religieuse, il y avait la messe le dimanche, tout y passait. Ah, tout y passait. Et puis il n'était pas question de louper. Moi, je me souviens que je m'endormais. Souvent, on appelait ça les églises, vous savez, pentecôtistes. Mes parents étaient pentecôtistes, étaient devenus pentecôtistes. Il se trouve que l'église pentecôtiste, je me suis un peu renseigné, elle recenserait aujourd'hui 3 millions de membres dans le monde, et ça ferait 20 000 églises dans 170 pays, et le siège est à Accra, au Ghana. Ah, je savais pas. Ça, vous voyez, je savais pas. Moi, je me souviens de Billy Graham, qui était le grand représentant américain de cette église évangélique. Alors, vous êtes né, je crois, à Lagny-sur-Marne. Tout à fait. Lagny-sur-Marne, c'est près il y a une prairie à Vers-sur-Marne, et c'est là que Jeanne d'Arc a fait son dernier combat avant de partir pour Rouen. Oh, je savais pas. Écoutez, c'est pas mal, ça, comme voisine. Et vos parents ont une double origine, je crois, c'est l'Irlande et le Midi. C'est très curieux. Oui, c'est-à-dire que maman, du côté de maman, c'est village, d'origine italienne, et du côté de mon papa, les ancêtres, c'est entre l'Irlande et l'Écosse. Bête. Ça fait un beau mélange. Bah oui, je trouve pas mal. Alors, il se trouve, Yael Didier, vous êtes donc la 4e, je crois, dans une famille de 10 enfants, mais vous êtes celle qui a été, je dirais, la plus chouchoutée. Ben, c'est-à-dire que je crois que j'étais un peu particulière, c'est parce que c'est maman qui, des années après, m'a dit ça, puis j'étais un peu la chouchoute, effectivement, parce que j'étais peut-être une des plus, paradoxalement, des plus timides et des plus délurées. Donc, j'ai eu un passage où je ne parlais pas, j'étais mutique. On aurait pu dire maintenant que c'était presque une forme d'autisme. Et pour me guérir, mais en fait, c'était une extraordinaire timidité, des complexes à mourir. Et j'ai décidé à l'âge de 14 ans de me guérir, de me soigner, parce que je sentais confusément que je ferais quelque chose qu'il faudrait que je parle, donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Voilà, mais avant, vous étiez presque comme le vilain petit canard du conte d'Andersen. Tout à fait. Oh, j'étais horriblement complexée, je me cachais sous les tables, je ne disais jamais bonjour, j'ai eu une période extrêmement difficile. Alors après, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, c'est une forme d'orgueil, peut-être, mais en tout cas, ça m'est bien passé. Et Andersen était comme vous, s'il a écrit Le vilain petit canard, c'est que dans l'enfance, il est trop grand pour son âge, et il avait pris 5 ans de retard à l'école. Donc il était vraiment celui qu'on montrait du doigt. C'est le même principe. Alors, ce qui vous sauve aussi, ce sont les livres, Yael Didier. Tout à fait. Alors ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui lisaient beaucoup.
et mon père et ma mère. Et il y avait donc une grande bibliothèque. Et j'ai eu la chance, j'en parle dans le livre, de tomber sur un livre de la méthode Coué. Et ce livre m'a énormément impressionné. D'abord, j'ai lu tous les classiques. D'abord parce que mes parents voulaient que nous lisions. Stendhal, Victor Hugo, enfin, j'en passe. Et je suis tombée sur cette méthode Coué qui m'a complètement, comment dirais-je, qui m'a ébloui quelque part. Ce côté positif. Tout à fait. Et je me suis dit, je vais appliquer ça. Et la transformation, la mutation a commencé à ce moment-là. Alors, le théâtre, ça n'a pas été terrible. Je crois que vous avez déclamé Andromaque. Voilà, j'étais dans l'annonce faite à Marie, j'étais la vilaine, je ne sais plus comment elle s'appelait, Marat. Ah. Mais non, je savais que c'était pas fait pour moi. Mais j'ai aimé ça, puisque ça m'a dégourdi, quoi. Parce que j'étais vraiment, je le répète, terrifiée de me montrer. Alors, lorsque vous arrivez à Paris, d'abord, il y a une famille d'accueil. Tout à fait. Et puis, le projet de faire la fac. Absolument, parce que j'avais dit en fait à mon père que je montais à Paris pour faire du droit. Mais évidemment, j'ai rien fait du tout. D'abord, ça m'ennuyait à périr. Et puis très très vite, il a fallu que je gardais des enfants. Donc j'étais jeune fille au père. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Et puis, comme j'avais pas beaucoup, j'avais rien, quoi, très peu d'argent. Puis je me souviens que j'avais vendu mes jupes en cuir, mes manteaux de cuir et tout. Et je me suis dit, mais il faut que tu as rien, tu as pas d'argent, tu te débrouilles toi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du tricot, voilà, du crochet. Et il y a une chanson qui correspond à ce que vous avez vécu. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, tu te maries. René Lebas a chanté cette chanson qui a eu un gros succès. Ouais. René Lebas qui a été la première interprète d'une chanson mondialement connue, La mère de Charles Trenet. Alors, il se trouve donc, vous rêvez devant les magazines féminins. Le crochet, vous l'avez appris, je crois, en observant votre mère. Absolument, parce que maman était extrêmement habile de ses doigts. Elle faisait de la couture, elle faisait du tricot, elle faisait, vous savez, c'est une époque où on travaillait beaucoup avec ses mains. Et là, j'ai commencé... je me suis dit, après tout, pourquoi pas, j'ai commencé à me faire une jupe, et puis après j'ai fait un manteau, puis j'ai fait un bonnet, et puis j'ai commencé à faire des robes et tout. Et là, les amis de la famille, des enfants que je gardais, m'ont dit, il y en a une femme extraordinaire qui m'a dit, écoute, ce que tu fais est ravissant, est-ce que tu peux pas, qui t'a fait ce manteau? C'est moi. Qui a fait cette jupe? C'est moi. Ce pantalon. Et j'ai commencé à faire ça, je n'ai jamais, comment dirais-je, je faisais tout d'instinct. J'ai jamais, à part maman qui m'a montré une façon de tenir mon crochet, et après j'inventais moi-même les motifs, si vous voulez. Et j'ai tout fait d'instinct. Et je crois que tout a débuté par un goûter d'enfant en Normandie. Absolument. Je gardais l'été, donc l'hiver, j'étais rentrée dans cette famille de producteurs de cinéma d'ailleurs, et qui habitait près des Champs-Élysées. Et l'été, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Eux étaient repartis je ne sais où, et je me suis dit, mais il faut que tu trouves à nouveau une famille. Donc je trouve une famille à nouveau pour m'occuper des enfants. Et là, la maman, qui était une jeune femme, voit mes vêtements, elle me dit, mais que c'est joli. Je dis, écoutez, si vous voulez, moi je vais vous faire, c'était en Normandie, je vais vous faire les tenues, votre tenue et celle des enfants. Et c'est comme ça que le succès a démarré très 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 vite. Et c'est comme ça que vous êtes devenu, Yael Didier, une artisan dans une chambre de bonne. Absolument. Avec des commandes qui n'arrêtaient pas. Ça n'arrêtait pas. J'ai tout de suite... Je dois dire que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vrai, et je le dis modestement parce que maintenant j'arrive à un petit peu, je dis toujours que je suis plus près du tombeau que du berceau, et j'arrive, si vous voulez, et j'ai toujours eu beaucoup de chance. Les choses se sont faites comme si ce destin était tracé, si vous voulez. Je n'en connaissais pas les contours, je ne savais pas, mais j'avais une espèce de force de vie qui me poussait là où je devais aller. Un instinct. Et je crois qu'il y a aussi des mannequins qui vous ont aidé pour vos premiers défilés. Ah oui, parce que moi j'étais entourée de très jolies jeunes femmes, jeunes filles d'ailleurs, et elles étaient toutes ravissantes, et elles m'ont toutes servi de mannequin. Et un an après avoir commencé le crochet, j'ai décidé de faire une collection. Et je dois dire que d'amis, tout très très vite, tout ça s'est fait d'une façon tout à fait extraordinaire. On a trouvé un bel appartement dans Paris, et là j'ai présenté une vingtaine de modèles, même plus. Et la robe de mariée, je dois dire, c'était assez culotté à l'époque, parce que ça nous ramène très loin. J'avais fait la robe de mariée en ruban d'organza Parme. Oui.
Et ça avait eu un succès énorme. Le crochet, d'ailleurs, je me suis un peu renseigné, il est apparu en Europe au début du XVIIIe siècle. Oui, je savais pas. Et c'était au départ un outil dédié à la broderie, au tambour et à la création de passementeries. Oui, c'est uniquement. vrai. Et après, ça a évolué. Et résultat, un jour, on vous a dit, mais pourquoi tu ne rentrerais pas chez Chanel? Exactement, on m'a proposé une amie qui travaillait chez Chanel et tout. Mais moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un de trop indépendant. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours voulu être mon propre maître, si vous voulez. Mais en même temps, toutes ces tenues, finalement, elles ont été portées, elles ont disparu. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, Yaghel Didier? Là, c'est drôle parce qu'une cliente qui était devenue une amie m'a redonné, il n'y a pas très longtemps, une robe du soir que j'avais faite en fil d'or. Et puis, au fil du temps, les choses se sont perdues. Mais j'ai retrouvé quelques photos. Ça m'a amusé parce que j'avais une audace folle. J'ai travaillé le lin, le chanvre, j'ai travaillé le coton, j'ai travaillé les fils d'or, les fils d'argent. Rien ne m'a rebuté. J'ai tout essayé, mais avec une espèce de... Mais un instinct, parce que je me souviens toujours que, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais j'avais des visions et je voyais les... Par exemple, quand j'ai présenté cette collection, je visualisais, je ne savais pas que c'était de la voyance, mais je visualisais mes copines mannequins défiler avec telle tenue. C'était que de la création, c'était dans ma tête. Alors, on va continuer à vous découvrir, si j'ose dire, sous toutes les coutures, avec une autre date clé, le 17 avril 1964. À tout de suite sur Sud Radio avec Yaghel Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yaghel Didier. Votre livre, Les clés de votre destin, qui est un peu le fil conducteur des clés d'une vie aujourd'hui chez Albin Michel. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et dans ce livre, vous évoquez justement le 17 avril 1964 à bord d'un train, le Mistral. Le Mistral qui, à cette époque, assurait de façon électrique la ligne Paris-Nice et Nice-Paris. Et il y avait deux trains qui portaient les numéros 1 et numéro 2. Ah oui. Et c'est vrai que vous êtes dans le train et vous feuilletez un numéro du journal Elle. Tout à fait. À la gare de Toulon, j'achète ce Elle. Et parce que je crois que la couverture, c'était, on parlait aussi de crochet, je ne sais quoi. Et effectivement, aux 3/4 du journal, je tombe sur ce jeu de cartes très beau, dessiné par Alain Le Foll. Mais à l'époque, ça ne m'avait pas interpellée parce que je ne pensais pas une seconde que je pouvais m'intéresser aux cartes. À part, je raconte l'anecdote où j'étais allée avec ma maman voir une fameuse Madame Irma. Mais vous imaginez bien qu'avec l'éducation que j'avais, il n'était pas question de parler de voyance et de cartes. Et donc, j'ai laissé ça, effectivement, et j'ai toujours gardé ce journal que j'ai mis dans un coin. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, à Toulouse, je crois à 15 ans, vous êtes allé voir Madame Irma. À Toulon, hier. En fait, maman voulait aller voir une voyante, toujours cachée de mon papa, évidemment. Et là, j'avais 14-15 ans, je me souviens plus très bien. Et à un moment donné, elle voyait dans la flamme, il y avait une flamme qui brûlait comme ça. Et tout d'un coup, elle me regarde et elle me dit « Toi, ma petite, je vois au-dessus de toi un aigle blanc et qui vole très très haut et tu seras... très très connue, tu réussiras. » Elle me raconte toute une histoire et comme à l'époque, c'est l'époque où je faisais du théâtre, je me suis dit, d'ailleurs je le dis, oh, c'est pour moi la nouvelle Jeanne Moreau. Mais pas du tout, c'était pas ça. Ouais, et là, j'ai rien vu pour moi. Pour vous, une voyante, ça avait un côté sorcière un petit peu. Oui, j'imaginais. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre, il y a, à part maman qui le savait, je ne l'ai dit à ma famille que le jour où on a commencé à parler de moi, c'est-à-dire 10 ans après dans les journaux. Oui, parce que finalement, vous aviez très... Mais c'est pas question de parler de ça, surtout qu'à l'époque, les voyantes, on s'en méfiait. Moi, je me souviens, à mes débuts, je travaillais avec Philippe Bouvard, je devais trouver une voyante chaque jour. Et je me retrouve un jour dans le cabinet de Madame Frédérica, qui avait une chouette sur l'épaule. C'était dans la tradition. Elle était près de la place de la Concorde. Et quand j'arrive, elle me dit, vous venez pourquoi? Donc je suis reparti parce qu'une voyante qui me dit ça, aucune chance que ça marche. Alors il se trouve que dans ce magazine, il y avait aussi les photos d'une jeune comédienne, Marie-France Pizier, qui débutait avec Truffaut. Oui, exactement. Je sais pas. Elle n'était pas en couverture. Il y avait un article sur elle, mais elle était. Mais pour moi, ça me disait rien, bien évidemment. Non, pour le public non plus. Elle avait été repérée au lycée Calmette de Nice par Truffaut. Ils avaient vécu une fugue d'un mois et après, elle avait commencé à tourner avec lui avant de devenir une grande comédienne. Alors, il se trouve que il y a
tout est parti aussi pour la voyance d'une discussion avec une amie prénommée Muriel Yaguel Didier. Ah oui, alors donc qui me commandait des vêtements parce que en fait ce qui se passait qui a été très très étrange, mais au départ je m'en suis pas rendu compte, c'est que les amis des amis qui venaient à chaque fois, donc je prenais des mesures et puis pendant que je prenais des mesures, tout d'un coup j'avais un flash. Alors je leur disais il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, et je faisais de la voyance comme je répète toujours comme Monsieur Boujardin faisait ses vers, et j'arrêtais pas de raconter des tas de choses. Et un jour cette peintre Muriel Sinclair faisait les lignes de la main. Elle me prend à la main, cette main droite, et elle me dit tu as le signe de la célébrité dans ta main, de la gloire, enfin bref, la reconnaissance. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, tu verras. Mais écoute, je trouve que... Puis j'avais des lignes paraît-il que j'ai des lignes assez incroyables dans la main. Et elle me dit, tu dois aller voir cette amie, c'est Lully du Cire, c'est une très grande astrologue, elle est passionnée par tout ça, et va la voir. Et effectivement, je suis allée voir Lily du Cire, qui a fait mon thème astrologique, et qui m'a dit, ma petite, tu as le plus beau don de voyance que j'ai vu jusqu'à présent, tu en feras un métier et tu seras très très connu. Je dis, mais quelle horreur, comment je vais pouvoir annoncer ça à mes parents, à ma famille, mais une voyante dans la maison, mais quelle horreur. Et puis finalement, vous savez, quand c'est votre destin, c'est votre destin. Voilà, puis je me suis dit pourquoi pas, et puis j'ai toujours pris ça d'une façon extrêmement ludique et joyeuse. Ça n'a jamais été dramatique chez moi. Ce don, c'est pas un don dramatique. Je me suis dit, c'est joyeux au fond, c'est merveilleux. Mais il vient d'où ce don? Pas de votre famille? Alors, je crois, après avoir parlé, pas du côté de maman, parce qu'ils étaient très, comme ça, italiens, un peu cathos et tout ça, plutôt du côté de mon père, un peu plus fantaisiste, parce qu'il paraît que mon père était extrêmement superstitieux, et mes grands-tantes et grands-mères aussi, paternelles. Donc, je pense que ça vient de là. Voilà. En même temps, Lily du Cire, vous l'avez revue, et Yaguel Didier, elle vous a mis pour la première fois une boule de cristal entre les mains. Absolument. Alors, elle m'a fait deux choses. D'une part, elle m'a donné cette boule que j'ai prise dans ma main, et tout de suite, j'ai dit, mais j'ai besoin, il y a trop de reflets, j'ai besoin d'un mouchoir noir, de quelque chose de noir pour la tenir. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai vu comme si j'ouvrais la télévision. Mais ça, j'ai eu des images, mais tout à fait insensées. Il y a eu ces premières flashs dans la boule de cristal. Et après, elle m'a dit, donc, tu as vraiment un don. Et là, elle a commencé, c'était elle qui m'a appris ce qu'on appelle la psychométrie. C'est-à-dire qu'elle me donnait des photos que je mettais sur le front, je fermais les yeux et je racontais ce qu'il y avait sur la photo. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai appris, si vous voulez, ce qu'on appelle la psychométrie. Mais les premières fois, quand même, ça fait peur quand on a ce don-là. Non, j'ai jamais eu peur. Jamais. Pas du tout. J'ai toujours trouvé ça très ludique, très joyeux, un peu merveilleux, un peu Alice au pays des merveilles. Je découvrais quelque chose d'extraordinaire qui était tellement loin de mon éducation, de ma culture, si vous voulez. C'est ça qui est merveilleux. C'est que j'ai toujours pris comme quelque chose de très joyeux. En même temps, elle est devenue votre maître, vous êtes devenu sa disciple. Tout à fait. Et alors, je dois dire que 2-3 fois par semaine, elle me faisait venir. Alors, elle invitait les amis d'amis. À un moment donné, il y avait une foule dans le salon parce que j'étais épuisée, parce que je continuais la mode, parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie, parce qu'entre-temps, au bout d'un an à peu près, j'ai arrêté Jeune fille au père, j'ai loué une chambre de bonne avec une copine. Mais il fallait donc bien vivre. Donc j'ai continué le crochet pendant quelques années pour gagner ma vie. Et puis je faisais ça, la voyance. Alors les amis d'amis, ça n'a pas arrêté. Et à l'époque, il y avait la voyance, mais il y avait aussi les sorcières et un feuilleton de télévision. Oui. Ma sorcière bien-aimée, 245 épisodes de 26 minutes. Vous l'avez vu, bien sûr. Bah, évidemment. Vous savez qu'au départ, l'idée du producteur, c'est de s'inspirer d'un film américain, Ma femme est une sorcière, de René Clair, et d'un autre film qui est L'adorable voisine de Richard Quinn. Et il se trouve que les deux films appartenant au producteur de Ma sorcière bien-aimée, il n'y a pas eu de problème pour cette forme de plagiat. Alors, il se trouve que tout ça vous a mené ensuite à aller encore plus loin dans votre recherche, notamment dans votre recherche sur la pensée positive. Tout à fait. Car ça, vous avez compris que c'était quelque chose d'important. Ah oui, comme je vous ai dit, ma rencontre avec ce livre sur la méthode Coué, et puis bien évidemment, je me suis après renseignée, j'ai lu beaucoup de livres, tous les grands maîtres spiritualistes et tout, j'ai tout lu.
Donc ça m'a énormément aidée parce que c'est difficile, vous savez, en même temps. D'un côté, c'était très joyeux, ça m'amusait parce que je suis quelqu'un de très gai et j'aime bien m'amuser. Donc, puis comme je faisais ça pour mon plaisir à travers des amis, puis les copines, des copines, des copines. Donc c'est comme ça que ça fait une espèce de boule de neige pendant quelques temps quand même, hein, plusieurs, peut-être 2, 3, 4 ans. Et puis entre-temps, je me suis mariée. Et là, mon mari m'a dit, écoute, il faut que tu choisisses, c'est ou la voyance ou la mode, mais tu peux pas faire les deux, parce que je m'épuisais totalement. Oui, d'autant plus que vous êtes marié et que vous avez eu un enfant, et que cet enfant, vous l'avez vu dans l'écran de télévision avant qu'il naisse, Yaguel Didier. Absolument. Alors là, je commençais un peu à m'installer, mais tout doucement, timidement. Au fond, j'étais très complexée d'en faire un métier. Au départ, évidemment, ça se fait pas. Enfin, ça se fait maintenant très, très bien, mais à l'époque, c'était plus compliqué. Et un jour, je me souviens, j'étais avec maman et mon mari devant la télévision. J'étais enceinte de 6-7 mois et tout d'un coup, comme je vous vois là, je vois sur l'écran de télévision, je me vois dans mon lit, dans le lit d'hôpital. J'ai accouché, je me souviens, à l'hôpital américain. C'était un désastre d'ailleurs. Et là, j'ai vu une infirmière qui m'a porté mon bébé, qui était tout blond aux yeux bleus. Je savais qu'il était blond, je le voyais. Il avait le crâne, il n'avait pas de cheveux. Il avait puis de petites moufles, je me souviens. Et c'est une infirmière qui l'a amené. Et à ce moment-là, j'ai dit, ce sera un garçon et je vais accoucher. J'accoucherai pas normalement parce que je vois qu'on m'amène le bébé. Et effectivement, j'ai eu un accouchement extrêmement difficile, douloureux, et j'ai eu une césarienne. Ça a été assez compliqué. Et le bébé va bien, puisque je crois et le bébé va très bien, il est merveilleux, et tout va bien. Maintenant, il a 50 ans. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas, mais enfin, on va continuer à parler de vous et surtout de votre nouveau bébé à travers une autre date, le 22 août 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Yaguel Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yaguel Didier. Nous évoquons au fil de l'émission, et on va en parler un peu plus tout à l'heure, les clés de votre destin, votre dernier livre chez Albin Michel. On évoque votre parcours. Et j'ai trouvé la date du 22 août 1985. C'est votre première télévision, un film sur la voyance dans une série sur les sciences occultes, et vous êtes présentée comme l'antithèse de Madame Irma. C'est votre première télé, vous en souvenez ? Je m'en souviens plus. Alors c'était où ? C'était pour France Télévisions. On découvre votre cabinet, on découvre des chaises vides, un tarot étalé en éventail sur la table, et vous évoquez votre parcours. J'ai aucun souvenir. C'est merveilleux parce que ma première émission de télévision, je me souviens, c'était sur le radeau d'Olivier, c'était Olivier de Kersauzon, c'était sur Canal+. Oui. Mais est-ce que c'est celle-là ? Ah non, ça c'est sur France 2, une soirée, une série de films sur la voyance. Ah c'est possible. Et vous évoquez notamment vos débuts à Chatou. Oui, absolument. Car vous avez, avant d'être à Paris, vous avez commencé à Chatou. J'ai vécu une dizaine d'années à Chatou. Oui, absolument. en ne dormant pas toujours parce que le téléphone sonnait jour et nuit. Ah, ça sonnait jour et nuit, jour et nuit. C'était la folie. Hein. Ça a été très, très, très vite... tout de suite. Mais comment ça s'est fait ? Par le bouche à oreille ? Un bouche à oreille extraordinaire. J'ai toujours refusé la publicité, je refusais qu'on parle de moi. Après, ça s'est fait naturellement, mais les amis d'amis, vous savez, à l'époque, les gens ne travaillaient pas. Les gens prenaient, je le raconte dans les livres, les gens prenaient leur journée pour venir me voir à Chatou parce que c'était... Il n'y avait pas encore le RER. Il n'y avait pas encore le RER. Et donc, si vous voulez, mais c'était une époque bénie quand même. C'était une époque extraordinaire. En même temps, quand vous téléphone du monde entier, alors que vous n'avez fait aucune publicité, comment c'est possible, Yaguel Didier ? Parce que j'ai eu la chance d'évoluer... bien malgré moi d'ailleurs, mais dans un milieu de gens qui voyageaient beaucoup d'artistes, j'avais énormément d'amis artistes, les gens du Living Theatre de l'époque, beaucoup d'Américains. Je crois que ça s'est fait naturellement. C'est comme ça, je veux dire... Et sans avoir à subir les mondanités que vous ne supportez pas. Non, à un moment donné, je dois dire que j'ai eu ma dose. mais c'était toujours très joyeux. Ça n'a jamais été chez moi une espèce de chose que je voulais. Ça s'est fait toujours très naturellement. Je crois que c'est pour ça peut-être parce que je ne suis pas abîmée par tout ça. Parce que j'ai toujours autant de plaisir et de... entre guillemets, je dirais presque de fraîcheur, si vous voulez.
Et Yael Didier, les mondanités, ça n'a jamais été votre truc, mais j'ai retrouvé des rares images du bal des débutantes où vous êtes. Absolument. Oh, j'en ai fait quelques-uns. Et ça, c'est une tradition qui remonte d'ailleurs à la cour britannique du XVIIIe siècle, le bal des débutants, avant de venir à Paris. Alors, le problème, c'est qu'au départ, vous faites votre métier, et le plus difficile pour vous, c'est de demander de l'argent. Ah oui, c'était compliqué. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que mon mari de l'époque, mon premier mari, me dit, écoute, maintenant, tu t'épuises, tu as décidé d'en faire ton métier, ok. Et je dis, je redonnerai à ce métier ses lettres de noblesse. Je serai pas Madame Irma dans sa cuisine avec ses 15 chats, même si j'adore les chats et que j'en ai. Mais je redonnerai à ce métier ses lettres de noblesse et j'essaierai de le faire le mieux possible avec du cœur et voilà ce que je suis. Et ça, mais demander, je me souviens à l'époque, c'était 50 francs. Je ne sais pas à quoi ça correspond maintenant, mais c'était une douleur. Pour moi, je n'osais pas. Parce que je répète toujours ce côté éducation un peu strict, un peu raide. Demander de l'argent pour ça. Et puis, c'est toujours Lily Ducir qui m'a dit, mais écoute, non, puis j'ai eu la chance de rencontrer une autre femme qui était extraordinaire, qui s'appelait Gay, et qui a été un guide spirituel pour moi extraordinaire. Elle m'a dit, Dieu t'a donné ce don, donc tu dois le faire, c'est normal, tu travailles, tu dois être rémunéré. Et c'est elle qui m'a déculpabilisée. Alors dans ce livre, Les clés de votre destin, Yael Didier, vous évoquez votre emploi du temps, c'est-à-dire un certain nombre de jours par semaine, un certain nombre d'heures, et une méthode de travail. Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est important quand on fait ça, c'est important d'avoir une rigueur, si vous voulez. C'est très important. Moi, je suis quelqu'un, je pense, qui a une certaine fantaisie, mais en même temps, j'ai besoin de règles, j'ai besoin de telle heure, c'est telle heure. Vous voyez, je suis très comme ça, très organisée, très méthodique. Et pas plus de quelques consultations par jour, voilà. Pour ne pas s'épuiser. Parce que c'est très épuisant. Au début, je ne savais pas m'arrêter. Je me disais, alors je regardais la montre, ça fait plus d'une heure et demie au début, ça durait quelquefois 2 heures. Et puis, je vous dis, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont guidée sur ce chemin. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai été extrêmement aidée. Et votre rituel aussi, Yael Didier, vous commencez par prendre la main de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Tout à fait. J'ai commencé, si vous voulez, à me servir. Ce que je faisais lorsque je faisais de la mode, je prenais la main des gens et je leur racontais des histoires. Alors j'ai commencé à prendre la main. Ensuite, au fil du temps, j'ai commencé à prendre la main. Et de l'autre côté, j'avais la boule de cristal, et je voyais comme si j'ouvrais la télévision. C'était extraordinaire. J'ai vu beaucoup. C'est ce qui a fait, je crois, une grande partie de mon succès à l'époque, c'est que je prenais cette boule de cristal et c'est comme si j'ouvrais, je vous dis, le bouton de ma télé. Mais comment on peut expliquer ça? Je ne sais pas. Voilà. Et vous avez abandonné la boule de cristal? Alors j'ai abandonné parce que ça faisait un petit peu... Non, c'est même pas parce que ça faisait, d'ailleurs je dis n'importe quoi, c'est parce que j'ai commencé... Ah oui, alors là je me suis souvenu que je me suis dit, mais au fond... de prendre la main des gens, c'est très... Vous savez, les gens me regardent. Puis surtout, quand je prenais à l'époque la main des hommes, je faisais ça comme ça, donc ils pensaient que c'était une invite aussi. Oui. Alors, donc j'ai vite compris ça. Et je me suis dit, il faut que tu aies quelque chose qui te serve de rempart et d'intermédiaire entre toi et le consultant et la personne qui vient te consulter. Et donc, je me suis souvenu de ce jeu de cartes que j'avais mis dans un tiroir dans ma chambre de jeune fille, et je suis allée le rechercher, je l'ai découpé, voilà comment ça s'est fait. Exactement. Alors, il se trouve aussi que dans ces moments-là, les chakras sont essentiels. Tout à fait, tout à fait. Alors là, après, j'ai commencé... Alors, au fil du temps, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont initié, si vous voulez, à toutes ces sciences. Donc, voilà. Mais il y a une chose étonnante, et je crois que vous êtes la seule à faire ça, c'est que vous avez autorisé tous vos consultants à enregistrer les conversations, Yael Didier. Absolument. Je leur dis toujours, ou vous prenez un crayon, un papier, un crayon, ou vous enregistrez. Et comme ça, si je me suis trompée, venez me tirer les oreilles. Parce que je crois que c'est important. Même pour moi, le fait que les gens me disent, écoutez, là, vous avez été juste là, attention, vous êtes trompé, vous m'avez dit ça, ça m'oblige, si vous voulez, à faire très attention à ce que je dis. Oui, et en même temps, vous êtes dans un état second. À la fin d'une consultation, vous ne savez même plus ce que vous avez raconté. Ah non, ça j'oublie tout, totalement. Totalement, absolument. Parce que je dis toujours que la vision, c'est l'abolition de l'ego. Donc vous êtes dans l'autre et quelquefois, j'ai oublié ce que j'ai dit une demi-heure avant. Oui, mais en même temps, vous dites
tout, mais pas toujours de façon précise. Vous faites attention. Ah bah oui, évidemment, parce que vous savez, lorsque vous avez des gens désespérés, moi j'ai eu à un moment donné, après j'ai arrêté, c'était trop douloureux pour moi, des mères qui avaient les enfants disparus, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, j'ai beaucoup travaillé à côté pour des drames, et là c'était trop douloureux pour moi. J'ai laissé tomber, j'ai fait ça pendant des années et j'ai arrêté. Et en même temps, ce sont des moments difficiles et après, il faut méditer, il faut se reposer. Comment vous faites? Alors moi, je dis toujours que à l'époque, je me souviens, maintenant c'est des douches, mais à l'époque, je prenais des bains. Dès que j'avais fini, je fonçais dans ma baignoire et je prenais des bains relaxants, de détente. Je mettais des bougies, je mettais de l'encens, si vous voulez. Après, j'ai trouvé toute une espèce de rituel de purification. Parce qu'en plus, il y a la mémoire, mais il y a l'intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose de très important pour une voyante, Yagal Didier. Tout à fait, tout à fait. L'intuition vous aide, si vous voulez. Il y a la vision et il y a l'intuition. L'intuition, elle vous permet de relier, si vous voulez, la vision et la psychologie. Parce que c'est très important, c'est pas le tout de voir, mais quelquefois vous voyez des drames, des choses horribles. J'ai vu des choses horribles, des assassinats, vous ne pouvez pas savoir. L'assassinat de Kennedy, vous l'avez vu? Absolument. Alors là, c'était extraordinaire, parce que moi j'ai énormément de flashs, même maintenant encore, quand il y a des événements qui se passent dans le monde, tout d'un coup, clac, j'ai un flash. Et là, à l'époque, je me souviens, j'avais dit à un ami, écoute, il va y avoir, je vois un homme blanc assassiné aux États-Unis, je vois un grand titre dans François, il est mort. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Le titre de François, exactement le titre que j'avais vu. Et là, par exemple, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, le 6 octobre, j'avais un consultant chez moi, et je lui dis, c'était un samedi, hein, si mes souvenirs sont bons, je lui dis, dites-moi, vous avez de la famille en Israël? Il me dit, oui, pourquoi vous me dites ça? Écoutez, je dis, écoutez, je sais pas, tout d'un coup, je vois un horrible massacre, je vois des gens qui courent de tous les côtés, je vois des morts, je vois une chose horrible. Ça se passait au même moment. Incroyable, le 7 octobre 2023. Et là, je peux en parler parce que la personne peut témoigner. Et j'ai souvent des choses comme ça. J'ai des flashs quand il se passe des choses dans le monde. Tout d'un coup, j'ai des flashs. Et vous dites que vous avez apporté ces lettres de noblesse à la voyance, et c'est vrai, puisqu'en même temps, vous êtes déclaré à l'URSSAF comme une profession, même si elle est la plus vieille du monde. Oui, exactement. C'était pas le cas avant? Non, c'est difficile. Alors, moi, j'aime pas le terme de voyante parce que ça fait un peu... Madame Irma. Ça fait Madame Irma, c'est mal connoté, si vous voulez. Mais moi, je préfère le terme de médium parce que, en fait, je pense que nous sommes des médiums, des intermédiaires, je dirais, entre le ciel et la terre. Et puis il y a quelqu'un que vous avez vu un jour, et ce quelqu'un, elle a été évoquée dans un film de Sofia Coppola. Marie-Antoinette, qui a été tournée notamment au château de Versailles. Et le château de Versailles, c'est le Trianon. Et le Trianon, il s'est passé quelque chose. Ah oui, tout à fait. Là, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance, je répète, d'avoir à côté de moi aussi des gens formidables. J'ai énormément travaillé avec, entre autres, Michel de Grèce, le feu prince de Grèce. Et si écrivain vous voulez, également. Exactement, qui a écrit beaucoup de livres et qui m'a énormément poussé, énormément aidé et encouragé. Et un jour, nous étions invités à Versailles par le directeur du château de Versailles de l'époque, et le petit théâtre n'avait pas encore été restauré. Et on y va, et lui, il avait toujours un petit magnétophone dans sa poche, parce que quand il était avec moi, il disait, on ne sait jamais, il peut avoir des flashs. Et effectivement, tout d'un coup, on était dans les fauteuils, comme ça, il y avait la scène devant, et tout d'un coup, j'ai vu à droite, sous la scène, j'ai vu la reine. Marie-Antoinette. Voilà. Et alors là, on en a fait un livre. Voilà. En parlant avec elle pendant 1 heure. Ah oui, et en faisant ses confidences. Voilà, exactement. Et après, j'ai travaillé avec Franck Ferrand. On a persisté, si vous voulez. Voilà.
Et Marie-Antoinette, d'ailleurs, c'était une artiste, elle aimait le théâtre. Et il y a une chanson de la Révolution qui est inspirée d'un de ses rendez-vous. Elle rencontre Benjamin Franklin au moment où il prépare les États-Unis. Elle lui dit « Ah, ça ira, ça ira ». Et c'est comme ça qu'est née la chanson de la Révolution. Ah, je savais pas. C'est extraordinaire. Ah, c'est beau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de mentalisme, mais les médiums et le mentalisme, ça n'a pas vraiment de rapport. Je crois que ça n'a aucun rapport. Je suis très fascinée, moi, quand je vois les mentalistes. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le truc? Parce qu'il y a un truc, c'est évident, mais ça me fascine. Mais à la limite, j'ai pas envie de savoir, parce que je trouve que ce qui est important, c'est de garder ce regard d'enfant, un peu d'innocence, comme ça. Innocence, vous l'avez. Je rappelle que nous aussi, à Sud Radio, on a C'est votre avenir avec Marie et Alexandre Donovan tous les jours à 16h. Mais là, il est plus de 21h. Et dans quelques instants, on va évoquer la date du 23 octobre 2025 avec la sortie de votre livre. À tout de suite sur Sud Radio avec Yael Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yael Didier. On a évoqué votre parcours de la mode à la voyance, après être parti d'une famille légèrement catholique. Et donc, le 23 octobre 2025 est sorti ce livre, Les clés de votre destin, chez Albin Michel. Alors, vous avez fait beaucoup de livres. Pourquoi avoir décidé aujourd'hui de raconter votre parcours dans ce livre, Yael Didier? Parce que d'abord, ça a été une proposition d'une éditrice chez Albin Michel. Et puis, je pense que je répète, maintenant, voilà, c'est un peu... j'ai l'âge que j'ai, et c'était peut-être une façon pour moi de parler à la première personne. Oui. Parce que jusqu'à présent, j'ai eu 3 biographies sur moi, il y en a eu 3 en 50 ans, et là, la proposition d'Albin Michel, c'est Yael, parlez-nous de vous. Voilà. En même temps, vous évoquez votre destin que vous n'avez pas forcément vu, à l'inverse de ce que vous voyez pour les autres. Ah non, ça pas du tout, pas une seconde. La seule chose que j'ai eue quand j'étais très très jeune, j'ai toujours eu des rêves prémonitoires. Moi, j'ai une vie onirique, si vous voulez, qui est très très puissante. Et ce qui m'est arrivé de très important, je l'ai vu dans mes rêves. Et vous avez vu, et quelquefois c'était difficile, notamment lorsque vous avez collaboré bénévolement avec la gendarmerie. Oui, ça j'ai fait ça pendant des années. J'avais des consultants amis qui travaillaient dans ce domaine et qui me demandaient, quand il y avait des énigmes à comment dirais-je, à éclaircir ce que je voyais. J'ai fait ça beaucoup, mais je l'ai fait amicalement pendant très très longtemps. Et ça a donné des résultats, ça a aidé je crois. Et puis vous évoquez aussi ce qui est essentiel à votre vie, c'est-à-dire la sophrologie et le yoga. Ah, tout à fait. Moi, j'ai fait énormément j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ce domaine. J'y crois beaucoup. C'est important de travailler sur soi quand on décide d'aider les autres, pour soi-même se dépolluer. C'est très important. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Là, j'ai un petit peu arrêté, mais je regrette d'ailleurs. Mais je m'intéresse toujours à tout ça. Oui, parce qu'en plus, la sophrologie, à 50 ans, on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas du tout. Mais ça peut aider grandement. Et ça vous a aidé? Énormément, énormément. Et alors, vous avez donc débuté par la boule de cristal avant d'aller vers le tarot de Marseille au départ. Non, jamais. Non, vous auriez voulu aller vers le tarot de Marseille, mais il y a eu cette découverte du journal Elle. Non, j'ai jamais. Non, le tarot me fait peur parce que ça demande une culture du tarot que je n'ai pas, ésotérique que je n'ai pas. Et mais il y avait le jeu de Mademoiselle Lenormand, il y avait le jeu de Béline à l'époque. Béline qui était un grand voyant. Absolument. Voilà. Donc j'ai tripoté un petit peu comme ça, et puis je les sentais pas. Et puis je vous dis, un jour j'ai retrouvé ce jeu que j'ai découpé, mis sur des cartons, et j'ai vraiment, je l'ai interprété. C'est moi-même qui ai fait les interprétations. Alors il y avait sur le journal, il y avait les interprétations, mais moi je les ai fait moi-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez retrouvé ce journal que vous avez gardé. Tout à fait. Dans un tiroir, mais presque par hasard. Mais par hasard, tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, tu avais ce jeu extraordinaire. Par hasard, je suis retombée dessus et je vous dis, ça a été le miracle. Alors, après, j'ai fait avec Marina Carella, la femme du prince de Grèce. On a fait un jeu de cartes ensemble. On a refait un jeu de cartes et qui marche toujours très très bien, le jeu divinatoire, mais qui a été fait il y a 25 ans déjà.
Alors, il se trouve qu'Alain Le Foll, au départ, c'est un illustrateur. Il avait collaboré avec la manufacture Rosenthal pour fabriquer la porcelaine. Je savais pas. Et il a été professeur à l'école des arts décoratifs. Et puis, il a illustré ce jeu de cartes sans savoir exactement ce que c'était. Oui, et alors c'est drôle parce qu'il était venu me voir. Il est mort il y a très 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 longtemps. Et il était venu me voir parce qu'il savait que je ne sais plus par quel biais. Et il n'y croyait pas du tout, lui. Il m'a dit, je ne crois pas du tout à tout ça. Mais il était fort sympathique. Et je crois qu'hélas, il est mort assez jeune, finalement. Oui, très très jeune, en 81, je crois. Oui, oui. Et ce jeu, finalement, c'est le grand jeu secret des cartomanciennes. Tout à fait. Et c'est la seconde partie de votre livre, car vous l'expliquez. Il y a même ce jeu à la fin du livre. Tout à fait, parce que je me suis dit, mais au fond, parce qu'il est très beau, il est ludique, il ne fait pas peur, parce qu'il y a beaucoup de jeux de cartes, de tarot qui font peur. Et celui-là, je le trouve très joyeux, il est très bien coloré, très bien dessiné. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, mais au fond, parce que les gens me demandaient, mais où vous avez trouvé ce jeu? Alors, je dis, et un jour, je vous dis, grâce à mon éditrice, on s'est dit, mais pourquoi pas l'éditer et en faire profiter le maximum? Parce qu'il est très simple, si vous voulez. Moi, j'aime bien la simplicité. Oui, il se trouve que pour le béotien qui ne connaît rien à la voyance, il peut parfaitement l'utiliser. Tout à fait, parce que telle carte à côté de telle carte, donc j'explique le plus simplement du monde. Après, je dis toujours aux gens, laissez parler votre intuition. Il faut que la carte vous inspire quelque chose. Alors, il se trouve que lorsque vous avez un consultant, vous prenez ce jeu, vous le battez, comment ça se passe? C'est-à-dire que je leur dis, écoutez, maintenant vous allez battre les cartes, et puis pendant que la personne bat les cartes, je m'imprègne d'elle, de la personne qui est devant moi, mais ça c'est mon côté visionnaire, si vous voulez, intuitif, d'empathie. C'est très important d'avoir de l'empathie pour la personne qui est en face de soi, parce que si j'ai pas d'empathie, ça marche pas. D'ailleurs, je raconte dans le livre, un jour, il y a une jeune femme qui vient me voir, et impossible je voyais rien, j'étais très très troublée, et tout d'un coup je lui dis, écoutez madame, je suis désolée, je ne vois rien, je vois qu'un immense puits sans fond, et je tombe dans ce puits. Elle dit rien. Elle était venue en fait un peu pour me piéger. Elle était journaliste, je crois. Oui, journaliste, ouais. Exactement. Et c'est à l'époque où je faisais beaucoup dans les journaux, où j'avais beaucoup de presse et tout ça. Et puis, il y a le lendemain, il y a une de ses amies qui vient me dire, écoutez, elle vous dit chapeau parce qu'elle avait visualisé, avant de venir, pour pas que vous voyiez, elle avait visualisé un puits sans fond tout noir. Alors, il se trouve que ces cartes, justement, ont une histoire, puisque vous avez un premier jeu que vous avez totalement usé, et par miracle, vous en avez trouvé un second. Oui, alors là, j'ai toujours eu des consultants merveilleux, et j'ai un consultant Philippe qui est doré. Qui fouillait un peu de partout, qui était très comme ça. Et je lui dis, Philippe, il me faut absolument, est-ce que vous pouvez me retrouver un vieux L? Parce que mes cartes sont usées, je ne sais plus. Et là, il a commencé à racheter des vieux L un peu de partout. Et c'est lui qui m'a fourni avec les numéros. Et donc, vous avez pu photocopier. Et comme ça, on a pu photocopier. Et voilà le résultat aujourd'hui, ce magnifique jeu. Et la fidélité, vous l'évoquez aussi parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir depuis 20 ans, 30 ans. Ah oui, moi j'ai maintenant à l'époque des jeunes femmes qui venaient me voir, qui sont maintenant des grands-mères et qui m'ont envoyé leur fille ou leur fils et qui maintenant m'envoient les petits-enfants. J'ai vraiment 3 générations. Alors il faut savoir que ces cartes que vous évoquez, Didier, c'est un support avant tout. Oui, tout à fait. Ça me permet d'entrer en contact avec la personne, mais je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Alors, la coupe est très importante aussi. Ça, je suis assez étonné de voir ça. Oui, parce que... Mais c'est tout un ensemble de choses, si vous voulez. C'est tout un ensemble d'éléments, de comportements, Vous savez, au bout de tant d'années... il y a une espèce de comment dirais-je, d'osmose, et il y a quelque chose que je ressens très profondément. Il faut dire aussi que je travaille pratiquement plus, hein. Il faut que je dise ça aussi, parce que maintenant j'ai l'âge que j'ai, mais je suis contente de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font de la voyance et qui sont très 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 doués. Mais en même temps, ce jeu a une caractéristique importante, c'est-à-dire qu'il y a des cartes positives et d'autres difficiles, mais jamais négatives. Non, c'est jamais négatif. Et ce que j'essaie toujours d'expliquer aux gens, si vous voulez, moi d'abord je suis quelqu'un d'extraordinairement positif, je dis que toute épreuve est nécessaire
à une vie, donc pour évoluer, pour avancer. Donc j'essaie toujours, si je vois par exemple un décès ou un grave accident ou un pépin de santé, j'essaie toujours, si vous voulez, d'ouvrir des portes. Il ne faut jamais les fermer, il ne faut jamais. Alors, dans ce jeu, il y a 24 cartes et il y en a 2 qui évoquent en ma mémoire une chanson. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Le soleil et la lune de Charles Trenet, qui est, je le précise, la première chanson que Sylvie Vartan a apprise en français lorsqu'elle est arrivée de Bulgarie. Ah oui, ça veut Et dire. c'est vrai que le soleil et la lune, il y a des cartes et c'est la base de ce jeu. Entre autres, vous savez, chaque carte est importante. Chaque carte a une signification, mais c'est vrai que maintenant, comme j'ai cette espèce d'habitude, on survole. Quelquefois, ça m'arrive de dire exactement l'inverse de ce que disent les cartes. Tout dépend de ce que je ressens de la personne qui est devant moi. Le plus important, c'est l'empathie. Ouais, mais quand on examine votre livre et ce jeu de cartes, il y a une carte qui est très importante. Vous dites que c'est la plus belle des cartes. Il y a Guélidier, c'est l'étoile. Ah, j'allais dire, bah oui, c'est la star. C'est-à-dire pourquoi? Ben parce que c'est celle qui... L'étoile, elle rayonne, si vous voulez. Donc, c'est, comment dirais-je, c'est la réussite assurée, c'est le succès assuré, c'est le rayonnement. C'est-à-dire qu'à partir de... Si quelqu'un tire l'étoile, à partir de là, vous allez tirer vos conclusions. Ben, c'est-à-dire que si la personne me tire déjà en premier lieu l'étoile, ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle sera protégée et elle s'en sortira toujours. Oui, c'est la chance. Et puis vous évoquez dans ce livre Les clés de votre destin, une autre carte dont il faut se méfier, c'est l'oiseau. Ben, l'oiseau, c'est dans la cartomancie, là c'est l'oiseau des ennuis, c'est les contrariétés. Mais je dis toujours, écoutez, vous allez traverser cette épreuve, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours quelque chose derrière de positif. Et effectivement, l'oiseau de mauvais augure dont on parle toujours dans l'expression populaire, ça vient de la Rome antique où aucune décision ne se prenait sans que les devins aient cherché les présages à travers le vol des oiseaux. Absolument. Et c'est comme ça. Et oui. le mot augure n'est valable dans son acception d'aujourd'hui qu'à partir du XVIIIe siècle. Ah oui, et puis les entrailles, on dit toujours que voilà, on regarde, vous voyez dans les entrailles. Et puis il y a la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est la roue de la fortune. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, c'est génial. Quand les gens... Alors ça, c'est la carte pour les gens qui adorent jouer, par exemple. Bah, c'est la carte magique. Et donc, quand on tire la roue de la fortune, vous en tirez aussi d'autres conclusions. Ah bah évidemment. Alors, il y a aussi le travail. Oui. Le travail qui est la santé. Il y a le travail, si vous voulez, c'est l'effort, c'est le travail aussi sur soi, c'est le travail dans son ensemble, si vous voulez. C'est pas obligatoirement le côté besogneux, c'est tout un ensemble de... Je répète, c'est le travail sur soi aussi. Ce que vous avez fait. Est-ce que vous continuez à faire? J'espère. Vous imaginiez ce destin lorsque vous avez débuté, Yaguel Distier? Non, pas une seconde. Pas une seconde. Non, je dis, à part le fait que j'avais vu cette voyante quand j'avais 14 ou 16 ans, je me souviens plus, avec maman qui m'avait annoncé ce destin un peu extraordinaire. Après, j'y pensais plus du tout. J'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, à cet âge-là, j'arriverais là. Non, jamais. Et le secret de votre jeunesse, parce que vous êtes encore moralement je me sens très jeune. Qu'est-ce que c'est? Je crois que, je vais vous dire, j'ai beaucoup de chance, parce que d'abord j'ai un mari merveilleux, j'ai un enfant, j'ai des amis formidables, j'ai eu je le dis d'ailleurs dans le livre, j'ai eu une épreuve de santé qui a été assez difficile, mais que j'ai admirablement surmontée grâce à mes rêves, d'ailleurs grâce à ce don extraordinaire. Donc je me suis sortie d'un cancer qui aurait pu m'emporter, et donc à partir de là, tout est cadeau. Et vous dites dans ce livre, Yaguel Didier, que ces cartes sont une leçon d'optimisme. Tout à fait. Et l'optimisme, c'est aussi votre mot-clé. Ah oui, moi je suis quelqu'un d'extraordinairement positif. Mais je vous dis, c'est grâce aussi à ces livres que j'ai lus, à ces gens que j'ai rencontrés. Moi je dis que rien n'est hasard, tout est sens. Tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous rencontrez a une signification. Et cet instinct que vous l'avez suivi en permanence ? Pratiquement, oui. Et ça vous a aidé? Oui. Alors, je répète, moi, je suis quelqu'un j'ai une vie onirique extrêmement puissante. Et d'ailleurs, lorsque j'ai décidé, je le raconte aussi dans le livre, lorsque j'ai décidé de m'installer, de faire ce métier d'être clairvoyante, médium, je me souviens que j'ai fait 2 rêves. Le premier rêve, quand je commençais, je vois un homme qui me regarde avec des yeux
extraordinaire et qui me regarde comme ça, très en clignant des yeux. Ah, je me suis réveillée, je me souviens, j'étais en nage. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai commencé à travailler, à recevoir, et là, je fais un autre rêve, et je vois les yeux bleus, le même regard. Moi, j'appelle ça un regard divin, et des yeux bleus qui ont acquiescé. Et je me suis dit, bon, ça va, tu es dans la bonne voie, vas-y. Je répète, je note mes rêves aussi. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, notez vos rêves, c'est très important. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon. Voilà. Et ce qui est bon aussi, c'est le succès assuré de ce livre, Les clés de notre destin, chez Albin Michel. Il ne faut pas être voyant pour le médium. Je ne sais pas. Vous savez, pour soi, c'est très difficile. On a des espoirs, on a des vœux, on a des... Mais après, voilà, je dis toujours, curieusement, l'avenir seul est à Dieu. Eh ben voilà. En tout cas, l'avenir, je vous le souhaite heureux, Merci. aussi heureux que le passé. Yael Didier. Les clés de notre destin, c'est chez Albin Michel. Et puis à bientôt pour d'autres livres. Merci beaucoup. Merci Yael Didier. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.